sans plus attendre, on va accueillir le docteur Régis Lopez, qui donc travaille à Montpellier, qui travaille en laboratoire de sommeil, qui est donc psychiatre et somnologue, et qui va aborder avec vous l'évolution sémiologique du trouble déficit d'attention et d'hyperactivité à l'âge adulte, et notamment chez les patients après 60 ans. Merci à toi. Merci Pierre, merci Alice. Merci aux courageux qui sont venus ce matin nous écouter. Je vais vous parler alors de sémiologie du TDAH et on va être un petit peu moderne. J'ai souhaité vous parler de quelque chose de très nouveau qui est le vieillissement du TDAH. Alors moi je travaille à l'unité d'études du sommeil à Montpellier, mais ça fait maintenant 3 ans que j'ai démarré une consultation spécialisée pour les adultes. Je suis psychiatre et travaille dans un service de neurologie. Et je travaille régulièrement avec l'équipe aussi des centres de ressources mémoire. Et il y a eu beaucoup d'échanges à ce sujet-là entre ce qu'ils appellent le MCI, les troubles cognitifs légers, type 10 exécutif, et moi je leur parlais de TDAH, et j'ai l'impression qu'on parlait des mêmes patients, ce qui m'a poussé à m'intéresser à ça. Et je supervise actuellement une thèse, la thèse d'une interne sur ces questions-là du vieillissement du TDAH. Et donc je vais vous parler un peu de ce que devient le TDAH avec le vieillissement, ce que la science nous apporte là-dessus, en faisant un focus sur la sémiologie, mais aussi sur tous les aspects de comorbidité et de pronostic de ce trouble. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, le TDAH, c'est quoi? C'est un peu ça. Hein. C'est un cerveau assez encombré avec j'ai pas mon petit pointeur. Avec ce que beaucoup de patients espèrent, avoir un bouton on-off, trop de pensées, trop dispersé. Ça, c'est un tableau qu'un de mes patients a réalisé. Il souffre de TDAH et ça illustre assez bien comment il perçoit son trouble. Alors, juste quelques mots sur ce qu'on appelle le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est premièrement un trouble qui est d'origine neurodéveloppementale, et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une entité clinique qui est clairement définie et qui est responsable d'un handicap. Deuxième point, c'est le déficit. Ce trouble-là, avec ce handicap, il est sous-tendu par des altérations des fonctions notamment exécutives, une vulnérabilité neurobiologique et génétique. Alors, les symptômes, c'est au premier plan le trouble de l'attention, et l'hyperactivité est associée. Alors, aujourd'hui, on parle de TDAH depuis le DSM-4. On parlait auparavant de TADA, qui mettait l'hyperactivité au premier plan. C'est le trouble hyperactif avec déficit de l'attention. Aujourd'hui, c'est le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Et le slash, il est important, puisqu'il veut dire que les deux formes existent. Il y a la forme inattentionnelle prédominante et la forme qui combine ces symptômes. Alors donc c'est une triade symptomatique avec, je vous fais rapidement, le déficit d'attention, manque de concentration, les oublis, les étourderies, de gros problèmes d'organisation mentale, de gestion du temps, des problèmes de distractibilité, une hyperactivité qui se manifeste par une instabilité psychomotrice, un besoin de s'activer, besoin excessif de parler, et des manifestations d'impulsivité caractérisées par difficulté à attendre, des prises de risque, promptitude à la colère. TDAH, on ne peut pas parler de TDAH et de sémiologie de TDAH sans parler des comorbidités qui sont quasiment la règle, puisque chez les adultes, elles concernent à peu près 80% des patients. C'est les troubles des apprentissages chez les enfants, c'est les troubles psychiatriques, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, c'est beaucoup de troubles du sommeil, des problèmes d'abus et de dépendance. Ces troubles-là, ils sont sous-tendus par des perturbations. Alors, il y a plusieurs modèles qui expliquent le TDAH, mais c'est globalement 3 dimensions qui sont perturbées. Les fonctions exécutives avec en premier lieu le déficit d'inhibition, des perturbations du système de récompense avec une aversion au délai, une préférence pour les récompenses
immédiate, et de plus en plus des arguments pour penser que le TDAH est sous-tendu par un déficit de vigilance. Ce qui est important, c'est que le retentissement, il est important sur le plan scolaire, sur les études, sur le plan du comportement. Chez les adultes, un impact socio-économique majeur, des perturbations dans différents domaines, familial, social, professionnel, un sur-risque d'accident, notamment violent, et un sur-risque de mortalité. On s'en occupe de deux façons, en premièrement compensant les symptômes, et on peut aussi améliorer les symptômes. Compenser les symptômes, c'est aider le patient à faire avec, et donc c'est pour les enfants des aménagements scolaires, un soutien parental avec la mise en place de coaching éducatif, aider les parents à développer des stratégies adéquates, pour les étudiants des coachings organisationnels, pour les adultes aussi dans leur vie de tous les jours. Ça c'est le premier plan, aider le patient à faire avec, et puis on peut aussi améliorer les symptômes avec un travail de rééducation, de remédiation cognitive, de neurofeedback, et il y a un traitement médicamenteux qui est le méthylphénidate, le seul disponible en France, et qui est indiqué uniquement chez l'enfant. Alors, comment ça évolue avec le temps? Premièrement, on va regarder ce qui se passe entre la transition entre l'enfance et l'âge adulte, et on voit que le trouble persiste dans sa forme complète uniquement dans 50% des cas. Donc ça, ce sont les résultats d'études longitudinales qu'on n'a pas en France. En France, on a depuis peu des données de prévalence qui retrouvent 3,5 à 5,5% chez les enfants, et une publique très récente d'Hervé Cassi retrouve une prévalence estimée à 3% chez les adultes. Ça, c'est l'évolution du tableau complet jusqu'à l'âge adulte, mais on n'a pour l'instant aucune donnée sur l'évolution chez le sujet âgé. Alors, si on s'intéresse à cette triade diagnostique, on voit aussi que les symptômes évoluent de façon différente, avec beaucoup plus de formes avec troubles de l'attention prédominant à l'âge adulte, que c'est le cas dans l'enfance, avec des formes avec plus d'impulsivité au moment de l'adolescence. Pareil, très peu d'études pour l'instant sur le devenir de cette triade. On peut faire l'hypothèse que l'impulsivité, hyperactivité va diminuer avec le temps, et que possiblement, on va en discuter après, le trouble de l'attention prend plus d'importance avec le vieillissement. Alors, après 60 ans, la question pourquoi sémiologie moderne, je me suis dit c'est super, on va parler d'une sémiologie qu'on ne connaît absolument pas. On a du mal même à se représenter ce que peut être un sujet âgé qui souffre de TDAH. Donc la première question, c'est est-ce que ça existe? Est-ce que c'est fréquent? Alors il y a quelques études récentes, ça a commencé en 2009, avec une première étude en Suède, une estimation en population générale. Le TDAH n'était pas évalué au moyen des outils, des gold standards du diagnostic, mais avec des échelles rétrospectives, qui sont des échelles validées, avec une prévalence estimée de 3,3%, plus d'hommes, et ils avaient fait une distinction entre les sujets de 65-74 ans, plus de 74 ans, avec retrouvé une fréquence identique en fonction de... Deuxième chiffre qui a été apporté par une étude de 2012 en Hollande, une étude très bien faite, 1500 sujets âgés de 60 à 94 ans. Alors ils ont distingué deux formes, le tableau complet qu'ils appelaient syndromatique, ADHD, donc la forme complète avec tous les critères diagnostiques tels qu'ils sont définis chez l'adulte, c'est 2,8%, et des formes en rémission qui ne remplissaient pas tous les critères diagnostiques, c'était 4,4%. Là aussi, plus fréquent chez les hommes, et par contre, dans cette étude, une fréquence plus élevée du TDAH chez les sujets les plus jeunes de cette cohorte. Donc, le TDAH existe et sa prévalence, elle apparaît être identique à celle qu'on retrouve dans des populations d'adultes plus jeunes. Je l'ai dit, en
c'est 3%, et c'est à peu près les chiffres qu'on retrouve, dans les autres pays. Alors, ils sont comment ces vieux TDAH? Alors, je trouvais que le mieux, c'était de vous montrer le mail d'un patient qui m'a contacté il y a 1 an et demi pour obtenir une consultation. Voilà, donc, il a jugé bon de m'expliquer ces problématiques. Donc, il me parle, alors je vous ai surligné comme on peut le faire quand on travaille sur des dossiers d'internat, les mots les mots sémiologiques. Donc il commence en parlant de procrastination. Visiblement, ça faisait un petit moment qu'il avait décidé de prendre contact avec moi, et c'est quelque chose qu'il avait repoussé. Alors lui, son TDAH, il appelle la maladie de l'esprit sans repos. Je trouve ça très joli. J'aime bien l'idée de parler qu'il peut y avoir avec le syndrome des jambes sans repos, qui est une partie plus mécanique, qui est un trouble du sommeil. Donc il parle bien sûr de soucis donc il a 72 ans, ce patient, je ne vous ai pas dit de donner son âge, voilà, il parle de problèmes qui évoluent depuis l'enfance, il parle de mal-être, gâchis, insuccès. Il va nous parler un petit peu de son parcours. Il commence par son enfance, donc un élève dissipé, on disait de lui qu'il ne rentrait pas dans le moule. Et ça semblait déjà problématique, puisque à l'époque ses parents l'avaient amené consulter, et donc il dit qu'il était dans les années 50, et il s'était un peu renseigné sur internet, il se doutait qu'il souffrait de TDAH. Il dit qu'à l'époque, bien sûr, il n'était pas question de TDAH, et il fut placé dans des établissements médico-psycho-pédagogiques. Alors il explique que son certificat d'études, il l'a obtenu difficilement, à 14 ans, que passionné de musique, il a voulu se mettre au solfège, et que pour lui c'était un calvaire. Il a démarré son apprentissage qu'il a abandonné à 16 ans, et lui voulait être électricien. Finalement, il fut soudeur. Alors, il nous explique tout son parcours. Voilà, c'est un parcours assez classique de patients qui ont énormément de boulot pour arriver à la fin de sa vie. Il dit, je touchais enfin au Graal. Lui, il voulait être électricien, il a réussi à la fin de sa vie professionnelle. Et il a décidé de se remettre aux études. Donc il a pu passer l'équivalence d'un bac avec... il s'est retrouvé confronté aux difficultés que rencontrent les étudiants qui souffrent de TDAH. Prise de notes, ça a été très difficile pour lui, et ça a été un nouvel échec. Finalement, il a abandonné cette idée-là, et puis il s'est retrouvé comme technicien de maintenance, mais ça lui plaisait beaucoup parce qu'il pouvait enfin se disperser, et il était tellement bien qu'il a fallu pousser vers la retraite. Alors sa femme Isabelle souffre de démence fronto-temporale, alors qui est diabolique. Alors lui parle, très joli, de la carpe et du lapin. Il parle de son esprit qui est sans cesse en ébullition, il parle d'impulsion, il n'arrive pas à rester assis, il n'arrive pas à terminer ce qu'il commence. Il se disperse, il s'éparpille, il va chercher quelque chose, il a oublié ce qu'il devait aller chercher, il perd ses papiers, c'est le champion de toute catégorie. Ces journées, en fait, il se rend compte qu'il a une faible productivité, il fait qu'une maigre partie de ce qu'il s'était promis de faire, ça le fatigue. Alors il dit, bien sûr, j'ai développé des astuces, et c'est ce qu'on propose aux patients d'optimiser, ce qu'on appelle des stratégies de compensation. Et il parle de tableau blanc, de prise de notes, mais c'est pas suffisant, sa tête fourmille d'idées, mais c'est des idées qui sont très évanescentes. Et il se pose la question, voilà, est-ce que j'en serais capable? Je l'ai surligné parce qu'il y a un gros déficit de confiance en soi chez ces patients. Il parle du brûle de tenter l'aventure, donc quelque chose aussi de très lié à la motivation, avec une grande envie aussi de démarrer beaucoup de choses. Il a envie de se remettre à la lecture, à l'écriture, il a besoin de concentration, et il finit son mail en demandant: vieillir bientôt, en est-il encore temps? Pensez-vous avoir les moyens de m'aider? Donc c'est un petit peu long, mais vous avez surligné tous les signes du TDAH.
chez ce patient-là. Et on se rend compte que finalement c'est assez proche de ce qu'on voit chez des sujets plus jeunes. Alors il y a en fait très peu d'études sur l'aspect symptomatique du TDAH, avec donc, une étude de 2011 qui s'intéressait à l'impact du TDAH chez les sujets âgés et qui décrivait, voilà, dans ce petit échantillon d'une trentaine de sujets, une fréquence de symptômes d'inattention majeure, 71%, avec des formes d'hyperactivité présentes dans un cas sur deux, avec au premier plan des difficultés d'organisation aussi. Alors, je vous parlais tout à l'heure des comorbidités qui étaient la règle, 54% de dépression, 42% de troubles anxieux et 8% de troubles bipolaires. On retombe à peu près sur des chiffres qui sont connus chez les adultes plus jeunes. Notre étude s'intéressait au lien entre anxiété, dépression, TDAH et les sujets âgés dans le cadre d'une étude longitudinale. On retrouve donc dans cette étude aussi plus de symptômes dépressifs et anxieux, que la présence d'un TDAH est associée à une aggravation des symptômes anxieux et dépressifs. Ces sujets ont été suivis pendant 6 ans, et que plus le TDAH est sévère, plus les symptômes anxieux et dépressifs sont sévères. Alors, une autre question importante, c'est il y a l'aspect comorbidité psychiatrique, mais il y a aussi l'aspect comorbidité somatique. Et est-ce que ces sujets-là sont plus malades? Alors, il y a effectivement une péjoration de l'état de santé, avec plus de maladies hépatiques chroniques, plus de maladies cardiovasculaires, une mauvaise perception de leur état de santé, mais par contre, cette péjoration de l'état de santé n'est pas en lien, c'est assez étonnant, avec le style de vie, c'est-à-dire les consommations d'alcool, de tabac. La question est posée d'un surrisque de mortalité, mais il n'y a encore pas de données sur cette sous-population de sujets TDAH. Alors ils vivent comment? Ils sont plus seuls, plus souvent divorcés, plus souvent jamais mariés. Ils ont un réseau familial qui est plus étroit, mais ils sont très proactifs pour aller vers les autres et donc, ils rapportent plus de participation à des activités donc ils développent un tissu social pour compenser un réseau familial qui est plus étroit. Et leur qualité de vie, 2 sujets sur 3 rapportent un retentissement majeur de leurs troubles sur leur fonctionnement global. Donc ces symptômes-là sont toujours présents, mais ils occasionnent toujours une gêne après 60 ans. Le retentissement sur la qualité de vie par rapport aux sujets plus jeunes est à peu près la même chose. Il rapporte ce sentiment de faible productivité, comme le patient dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un niveau d'études plus faible, socio-économique plus faible, une situation professionnelle moins élevée, et un isolement social comme tout à l'heure. Donc ils ont le même profil symptomatique, plus de problèmes d'organisation, les mêmes comorbidités psychiatriques, et un retentissement qui est identique aux sujets plus jeunes. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut encore traiter et s'occuper de ces patients à cet âge-là? Alors, traiter par médicament, c'est les seules données qui existent dans la littérature. Une quinzaine de sujets sont décrits au travers de rapports de cas entre 2008 et 2011, rapport des sujets traités avec succès, et bien sûr, on ne peut pas dire si c'est efficace ou non, mais ils mettent en évidence le fait qu'il faut absolument surveiller sur le plan cardiovasculaire. Alors, en France, le méthylphénidate n'est pas indiqué chez l'adulte. Je pense que c'est un petit peu risqué de se lancer à prescrire le méthylphénidate à 70 ans. Donc on peut en discuter. Une étude plus récente de 2014, voilà, une étude aussi rétrospective, une centaine de sujets traités médicalement pour leur TDAH qui avaient plus de 50 ans, et rapporte une réponse au traitement qui est identique chez les sujets qui ont plus de 50 ans, ceux qui ont moins de 50 ans, avec des bénéfices sur les symptômes et aussi sur l'aspect fonctionnel. Alors si c'est si fréquent, si finalement on peut les repérer très facilement, moi je me suis posé la question, mais ils sont où ces patients?
Je pense qu'ils sont très peu en consultation spécialisée, TDAH. C'est une consultation tout venant, neurologie, donc pas fléché psychiatrie, pas fléché sommeil non plus. Je pense avoir un recrutement assez représentatif de ce qui se fait en France, et sur voilà, 260 sujets, j'en ai que 8 qui ont plus de 60 ans. Je vois les 4 derniers étaient des grands-parents d'enfants qui avaient été diagnostiqués. Donc c'est pas en consultation spécialisée TDAH qu'ils sont là. Est-ce qu'ils sont plus en psychogériatrie? J'ai parlé de ça au congrès de psychogériatrie, et puis non, ils ne les voient pas, ils connaissaient assez peu le TDAH. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont vus en consultation mémoire, donc dans les centres ressources mémoire, qui étaient source de beaucoup d'échanges dans mon service. Et deux études qui montrent qu'aux États-Unis, un centre sur deux, un centre mémoire sur deux, cherche le TDAH, enfin, en tout cas envoie, et 20% l'incluent dans leurs évaluations. Je pense qu'on est très loin de ça en France, dans les centres ressources mémoire. Et puis, vous voyez, je suis allé très loin dans mes recherches bibliographiques. Ça se passe en Colombie ou au Pérou, je crois, où là aussi, vous voyez TDAH. Je suis désolé, j'ai pas le petit curseur, mais voilà, ils retrouvent dans leur cohorte 5% de diagnostic de TDAH. Oui, on a fini. Ok. La dernière chose, c'était donc s'ils viennent en consultation mémoire, c'est est-ce qu'il y a un effet cumulatif, s'ils viennent consulter à ce moment-là, est-ce qu'il y a un effet cumulatif du TDAH avec le vieillissement normal, et peut-être la question d'un lien avec les pathologies neurodégénératives, qui pose la question, mais on va s'arrêter là, sur est-ce que, on peut peut-être en discuter, est-ce que le TDAH prédispose aux pathologies neurodégénératives? Et je crois que c'est un enjeu majeur de commencer à réfléchir à ces jeunes enfants qu'on a diagnostiqués il y a quelques années, qui maintenant deviennent adultes, et il y a une demande très forte de consultation et de suivi pour ces sujets-là. Et dans quelques années, ce sont les psychogériatres, à mon avis, qui vont être débordés de patients TDAH. Merci beaucoup. Super intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de peu connu, en tout cas je parle pour ma pratique. Alors, est-ce que c'est utile pour les diagnostiquer? Tu l'as dit, oui, puisqu'il y a des conséquences sociales, professionnelles, économiques. Le traiter, bon, c'est compliqué, tu disais. Toi, je voudrais savoir en pratique, ces patients-là, qu'est-ce que tu leur proposes? Alors moi je pense que c'est hyper utile de les traiter, et tout à l'heure quand je vous montrais une diapo sur le traitement, finalement la part du médicamenteux, il faut la relativiser dans le TDAH. Bien sûr c'est ce qu'on parle le plus du méthylphénidate, mais il y a toutes ces stratégies non médicamenteuses qui ont fait preuve d'efficacité, et je pense notamment aux thérapies comportementales, d'aide à l'organisation, de la remédiation cognitive, le neurofeedback. Donc je pense que ce sont des stratégies qui sont tout à fait sécures, qu'on peut proposer aux patients. Et pour avoir vu un certain nombre de patients qui étaient venus consulter au centre ressources mémoire avec plein de cognitifs, donc ils reçoivent une évaluation fléchée, maladie d'Alzheimer. On leur dit vous n'avez pas de maladie d'Alzheimer. Alors pour certains ils sont contents, mais la plupart repartent avec leurs troubles sans avoir eu de proposition thérapeutique. Et l'impact il est vraiment majeur, et je crois vraiment qu'on a tout intérêt à pouvoir proposer ces stratégies-là à ces patients qui, c'est pas pour rien, qui viennent consulter. Je crois qu'on a vraiment les moyens. Le tout est de promouvoir ces nouvelles stratégies thérapeutiques, remédiation, comme on doit le faire chez l'adulte, et c'est d'autant plus adapté en avis chez le sujet. Okay, super, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sur la découverte sur les découvertes tardives de TDAH,
TDAH post-adolescence, j'allais dire adulte jeune, on voit quand même maintenant de plus en plus l'utilisation de TDAH chez des gens qui peuvent avoir 18-20 ans. Oui. Savoir ce que vous en pensez, et avec des évaluations de l'efficacité sur les symptômes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est utile, qu'on peut faire, et est-ce qu'il faut le débuter rapidement si le diagnostic a été retardé ou non diagnostiqué chez l'enfant? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut le débuter rapidement et sous quelles conditions quand le diagnostic n'a pas été fait, je veux dire, dans l'enfance? Ouais. Alors, on a un problème en France, c'est que l'AMM, elle est jusqu'à 18 ans. Donc on prescrit hors indication. Moi j'ai une attitude assez pragmatique qui est de vraiment passer beaucoup de temps sur l'évaluation de l'impact du trouble et quel est aussi le degré d'urgence de mettre en place une thérapeutique qui pourra être rapidement efficace. Et c'est deux choses chez l'adulte, c'est les étudiants, où là on sait que ces stratégies d'aide à l'organisation, la médiation cognitive n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est bénéfique sur le long terme, mais qui ne va pas aider très rapidement le patient. Donc c'est là-dessus que je base mon indication. Donc je prescris régulièrement, à peu près un patient sur deux, à peu près, je propose le traitement. Mais je le base vraiment sur cette notion-là de contrainte sociale, professionnelle ou étudiante, pour lesquelles le traitement peut vraiment avoir un impact très rapide. Après, la prescription, elle se fait hors AMM, mais elle peut se faire. Il faut juste savoir qu'il est, je pense, hyper important de sortir le parapluie surveillance cardiovasculaire, de demander un bilan cardio, et savoir aussi que les doses chez l'adulte n'ont pas besoin d'être aussi élevées que chez l'enfant. Si l'enfant est régulièrement entre 1 et 1,5 mg/kg pour être efficace, on est plutôt entre des posologies de 0,5-0,7 mg/kg chez l'adulte. Et ça se passe le plus souvent très bien, cette prescription-là.